Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 25 octobre et voici les titres. 90 migrants sont attendus en Vendée. Après le démantèlement de la jungle de Calais, ces hommes et femmes seront dirigés dans des centres d'accueil et d'orientation. Il y en a 10 en Vendée, dont un à Fontenay-le-Comte qui se prépare à les accueillir. Reportage dans ce journal. Et puis nous parlerons d'un sujet tabou, les soins palliatifs. Ces soins qui sont prodigués aux personnes atteintes de maladies graves ou en phase terminale. En Vendée, 4 équipes mobiles parcourent le département pour apporter un peu de réconfort à ces patients. Vous découvrirez leur travail. Et enfin, au chapitre Vendée Globe, focus sur les équipes qui entourent les skippers et plus particulièrement celle de Nandorfa, puisqu'elle a la particularité d'être réduite au minimum. En effet, son épouse occupe la fonction de la communication. Pour le reste, c'est un seul homme qui gère tout. Mais avant cela, les chiffres du chômage, ils ont été publiés ce mardi. Après la hausse importante du nombre de demandeurs d'emploi au mois d'août, les chiffres sont en baisse pour le mois de septembre, moins 1,9% au niveau national. Nous reviendrons sur les chiffres régionaux et vendéens dans notre prochaine édition. Nous vous l'annoncions dans une précédente édition, 90 migrants seront accueillis en Vendée, originaires du Soudan, de Syrie ou encore du Kosovo. Ils vont être pris en charge dans des CAO, des centres d'accueil et d'orientation. Des lieux gérés pour la plupart par des associations locales qui assurent aux migrants un accompagnement social, sanitaire et administratif. À Fontenay-le-Comte, ce mardi, l'heure était aux préparatifs. 19 migrants en provenance de Calais vont être accueillis dans ce CAO du Sud-Vendée. Le reportage de Pierre Dalicieux. Chaque personne va avoir un petit kit alimentaire avec du pain, une boîte de conserve de quenelle, des raviolis, des petits gâteaux, café. Un coffre rempli de denrées alimentaires pour fournir un repas aux 19 personnes qui arriveront dans quelques heures. Nous sommes ici dans l'un des 10 CAO, centres d'accueil et d'orientation du département. 19 personnes isolées, autrement dit ni famille ni couple, passeront leur première nuit hors de la jungle de Calais, répartis entre Fontenay-le-Comte et Luçon. Et tout est quasiment prêt pour les accueillir. Sur chaque lit, chaque personne aura donc son propre espace avec un kit de vaisselle pour qu'il puisse cuisiner lui-même, un kit hygiène et puis les draps pour se meubler. Tout le monde a pareil, hein. Toutes les personnes accueillies auront la même chose. 19 personnes sur les 90 qui seront réparties dans le département. Pour la directrice du CAO de Fontenay-le-Comte, la priorité est d'abord de connaître leur nationalité pour éviter toute tension au sein même du centre d'accueil. Les seules petites difficultés qu'on peut avoir, c'est que c'est souvent assez tardivement que l'on sait si on va voir ou des isolés ou des familles et de quelle nationalité, pour éviter de faire cohabiter des personnes dont les nationalités sont antagonistes et peuvent être compliquées dans le fait de copartager un lieu de vie. Ce seront des Soudanais et des Afghans qui cohabiteront ici. Cet accueil va permettre pour ceux qui le souhaitent de faire une demande d'asile et d'être par la suite renvoyés dans un centre d'hébergement selon les places disponibles. Car ici, l'accueil n'est pas prévu pour durer. Sur le premier groupe de 15 personnes que nous avons accueillis en octobre 2015, il n'y a plus personne. C'est une structure d'accueil temporaire. Ce n'est pas une structure où les gens sont destinés à rester des longues périodes. On va dire qu'on est sur des séjours d'environ de 4 à 6, 7 mois. L'arrivée est donc prévue dans la soirée. Ces 90 migrants venant de Calais découvriront probablement pour la première fois notre département. En arrivant ce soir, n'auront plus qu'à faire leur lit et se coucher. Après les inondations mai dernier qui avaient touché la Vendée, 12 communes viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle. Sont concernées notamment la ville des Herbiers, les Essarts-en-Bocage ou encore Mouchamps. La préfecture précise que les personnes qui ont été touchées par ces intempéries doivent déposer un état estimatif de leurs dommages auprès de leur assureur avant le 30 octobre 2016. Il a finalement réussi son premier vol. Eraol, l'avion hybride de Raphaël Dinelli, a décollé de l'aérodrome de Cergy-Pontoise le 20 octobre dernier. Alimenté par des énergies non polluantes, notamment grâce à des panneaux solaires ou encore à une bioénergie à base d'algues. Cet avion est le résultat de 6 ans de travaux. Un avion d'avenir, c'est ce qu'espère en tout cas son créateur Raphaël Dinelli, qui est par ailleurs un ancien skipper du Vendée Globe. Il répond aux questions de notre
notre journaliste Aurélien Huard. Deux objectifs sur cet avion, c'est de promouvoir cette aviation générale, 2 places, 4 places, pour supprimer ces vieilles conceptions des années 70 et qui consomment entre 20 et 50 litres à l'heure dans tous les aérodromes de France. Et donc pour en plus promouvoir ce côté technique, scientifique et humain, comme j'adore aussi les défis techniques et humains, donc on s'est lancé le pari de réaliser une tentative de première mondiale. Le record, c'est de faire le Charles Lindbergh électrique. En 1927, Charles Lindbergh avait mis 33 heures pour relier New York le Bourget. Et donc nous, en juin 2017, on va tenter de faire le même vol. Raphaël Dinelli, que vous pourrez retrouver d'ailleurs le 6 novembre prochain sur notre antenne aux côtés d'Aurélien Huard. Il commentera pour nous le départ de cette 8e édition du Vendée Globe. Ouvrons à présent une page santé avec un sujet sensible, très peu ou mal connu du grand public. Pour autant, il concerne de nombreux Français ayant été confrontés à la maladie d'un proche, les soins palliatifs ou les soins de fin de vie. En Vendée, 4 équipes mobiles composées d'infirmières, de médecins et de psychologues sillonnent le département pour soulager les douleurs de ces personnes atteintes de maladies incurables. Nous avons suivi l'une de ces équipes dont le travail est avant tout d'apporter du réconfort. Voyez ce reportage d'Alix Lanos. Moi, quand vous dites j'ai envie d'attendre, de passer les fêtes tranquilles, je trouve que c'est non seulement compréhensible, mais envisageable. Et ça vous laisse le temps de vous faire un peu à cette idée. Marie Kella, médecin dans une équipe mobile de soins palliatifs, rend régulièrement visite à cette patiente atteinte d'une maladie neurodégénérative. Ensemble, elles font le point sur sa situation, ses besoins, ses questions, ses angoisses liées à la maladie. Chez ces patients à qui on a dit on ne va pas pouvoir vous guérir, on ne peut plus rien faire pour vous, nous d'aller dire c'est vrai, on ne pourra pas vous guérir, mais on peut encore faire des choses pour vous. Très souvent, il y a des problèmes de douleur ou de symptômes qui ne sont pas très bien soulagés. Donc là, du coup, c'est une des premières choses qu'on va faire, c'est de pouvoir améliorer la prise en charge de la douleur, proposer des modifications du traitement, des petites solutions aussi non médicamenteuses, de leur montrer qu'on ne les abandonne pas, qu'on est présent, qu'il y aura toujours un relais s'ils ont des questions, s'ils ont des besoins et qu'ils ne sont pas lâchés, ils ne sont pas abandonnés. On l'a trouvé cette alternative. Marie et Sabrina, sa collègue infirmière, resteront 1 heure environ chez cette patiente. Pas de blouse blanche, pas de soins ni de prescriptions. Elles sont là pour évaluer, informer, écouter et faire le lien avec les soignants. Il y a déjà le masque, oui. Il faut beaucoup de négociations avec les médecins, avec les équipes, avec la famille. On va au rythme du patient, on ne dépasse pas son rythme, on est juste à côté. Et moi, si je peux les améliorer justement sur la fin de leur vie ou même au début de la pathologie, et leur apporter un peu de réconfort et du confort sur les symptômes, c'est juste très gratifiant pour nous de pouvoir les accompagner, donc tout en douceur, à pattes de velours, oui, c'est sûr. Marie et Sabrina reprennent la route. Elles interviennent également en EHPAD ou à l'hôpital. Les patients peuvent les contacter directement, mais ce sont souvent les équipes soignantes qui font appel à elles. En Vendée, il existe 4 équipes mobiles de soins palliatifs réparties sur l'ensemble du département. Et puis toujours au chapitre santé, la gastro-entérite a presque 3 mois d'avance. Habituellement, elle arrive autour de Noël et en janvier lorsque les températures sont plus basses. Mais cette année, elle est en avance. Plus de 200 000 personnes sont déjà touchées sur le territoire et le seuil épidémique vient d'être atteint. Vous le voyez sur cette carte, la Vendée fait partie des départements les plus touchés. Alors pour éviter de l'attraper, seul conseil, se laver les mains plusieurs fois par jour. Et on referme cette page santé sur cette initiative plutôt originale d'une salle de sport de La Roche-sur-Yon qui a décidé de collecter un maximum de soutien-gorge pour en faire une guirlande. Il s'agit là d'une action solidaire en faveur de la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. 340 mètres de guirlandes ont été ainsi déroulés ce lundi. La salle de sport a également reversé 250 € à la Ligue contre le cancer en reversant une partie des abonnements de ses adhérentes. Le cœur, c'est un centre qui est conçu spécialement pour les femmes. Donc j'ai un public qui peut être touché par le cancer du sein. Et pour moi, c'était une évidence d'essayer de sensibiliser mes adhérentes au dépistage du cancer du sein et au cancer du sein en général.
En bref, la SNSM se dote d'un nouveau bateau de sauvetage. Il vient tout juste d'être baptisé aux Sables d'Olonne. Il porte le nom d'un ancien sauveteur victime d'une chute en mer en 2002, Jacques Joly. Ce nouveau canotier vient remplacer le Jacques Morisseau, un bateau mis en service il y a 30 ans. Pour le président de la SNSM, il était donc primordial de renouveler une flotte vieillissante. C'est ce qu'il nous explique au micro d'Alexis Raison. Il y avait un problème de performance, un problème de sécurité. Et aujourd'hui, nous avons un très beau bateau avec les technologies les plus modernes, avec un grand espace d'accueil, puisqu'on peut, son équipage de 8, mais on peut accueillir éventuellement jusqu'à 70 personnes à bord s'il y avait des naufragés, avec une rapidité d'intervention qui est plus importante que son prédécesseur. Donc voilà, on change d'époque, on passe de la 2 chevaux à la voiture contemporaine. Et on reste en mer, aux Sables d'Olonne. Ouvrons à présent une page Vendée Globe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux équipes qui entourent les skippers. Et si, pour certains, elle est conséquente, pour d'autres, au contraire, elle est réduite au strict minimum. C'est le cas notamment pour Nandorfa, l'Hongrois de la course, qui a lui-même dessiné et construit son bateau. Reportage, Grégoire de Châtillon. Préparateur, technicien, assistant, Patrick Viau est le deuxième homme du Spirit of Hungary, un marin français ultra polyvalent. Je fais la ménagère, c'est comme ça qu'on dit. Un bon marin, c'est une bonne ménagère, comme disent certaines personnes. Et c'est très important pour naviguer de savoir où est quoi, comment est quoi, et surtout d'être préparé, comme toujours, à quoi que ce soit. C'est-à-dire, là, les cordages, il faut qu'ils soient toujours prêts à être utilisés, quoi. Okay. C'est simple, en plus de son épouse pour la communication, le skipper hongrois n'a que Patrick dans son équipe, un bras droit qui doit donc gérer une multitude de paramètres. L'électricité électronique, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment suivi, donc là on a des choses à vérifier pour que tout fonctionne bien tous ensemble, parce que c'est vraiment une machine compliquée. Un binôme qui fonctionne bien. Là, ils sont en train de hisser un photographe en haut du mât. C'est une amitié de 20 ans qui lie les deux hommes, une confiance parée à toute épreuve. C'est la bonne personne pour ça. Parce que c'est un designer, un marin. Il connaît tout sur mon bateau. Il connaît tout sur le monde de la voile. Et si quelqu'un lui demande quelque chose, il a la réponse. Être aussi le bras droit d'un skipper qui a dessiné et construit son propre bateau, cela ne peut que toucher Patrick. Et pour moi, c'est très très important. C'est un état d'esprit dans lequel je suis aussi. Parce que je me suis dessiné et construit mon propre bateau, à petite échelle évidemment. C'est pas du tout la même chose, mais je comprends bien l'état d'esprit dans lequel il est. Et je pense que ça nous permet de bien nous comprendre et de savoir comment interagir les uns avec les autres. Tous les deux, parce que dans cet aspect-là, on est que tous les deux. Nandorfa a été le premier étranger à terminer un Vendée Globe. C'était en 1992. Son bateau est quasiment prêt. Le 6 novembre prochain, il s'élancera pour sa 3e participation. Et cela nous amène au chiffre du jour, le 1. Cette année, en effet, un seul skipper ayant déjà remporté le Vendée Globe participe à cette nouvelle édition. Il s'agit de Vincent Rioux. Vincent Rioux qui justement a reçu dernièrement la visite de Philippe Poupon sur le village du Vendée Globe. Ce marin a participé 2 fois à l'Everest des mers, en 1989 où il avait dû abandonner, puis en 1992 où il avait fini 3e. Les 2 marins se sont donc retrouvés sur le monocoque PRB pour une visite de celui-ci. Une rencontre enrichissante pour l'un comme pour l'autre. Écoutez. Moi, je crois que la première image forte que j'ai du Vendée Globe, c'est le bateau de Filou. La vidéo que Loïc avait fait du bateau de Filou couché. Alors, c'était certainement pas un souvenir agréable pour lui, mais bon, voilà, c'est génial. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer tous les gens qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin et qui ont fait qu'aujourd'hui, je fais ce métier-là. Et c'est un grand honneur d'avoir Filou avec nous avant le Vendée Globe sur PRB. Je suis tout ému d'être non pas à la barre, mais dans le cockpit d'un bateau du Vendée Globe. On s'y croirait. Je crois que s'il me donne la clé de démarrage, là, je suis prêt à partir.
Et on reste au Sable d'Olonne où l'esprit Meule Bleu s'est invité ce lundi sur le village. Une animation au pavillon tourisme était organisée autour de cette célèbre course à mobilette. Vous le voyez sur ces images, les enfants ont pu se déguiser et enfourcher une meule pour une photo souvenir. Et à noter d'ailleurs que la Meule Bleue risque de faire encore parler d'elle sur ce Vendée Globe puisque son créateur, Philippe Mindron, prévoit de faire accoster au Sable d'Olonne quelques jours avant l'arrivée des skippers la fameuse Tour Eiffel de Saint-Hilaire-de-Riez. Et parmi les autres animations du Vendée Globe, il y a la tente du département, un espace de 1200 mètres carrés où les nouvelles technologies permettent aux visiteurs de s'immerger totalement dans la course. Le reportage d'Apolline Laurent. À l'entrée du village du Vendée Globe, le premier stand qui ouvre ses portes au public est celui du conseil départemental. À l'intérieur, le public se presse pour découvrir l'histoire de cette course nautique mythique et plonger au cœur d'un monde numérique captivant. Ils montrent ceux qui ont fait, le Vendée Globe. Et puis là, il y a un écran, ils montrent les bateaux où ils vont. C'est super, on apprend plein de choses. Je trouve ça plutôt sympa et on a envie de tout découvrir. Je m'étonne de voir autant de skippers français en fait. C'est pour ça que j'ai envie de faire le tour, voir un petit peu, découvrir qui ils sont. C'est bien. Car pour attirer le public de petits comme de grands, rien de tel que des installations grandeur nature comme cette réplique d'un IMOCA ou encore des installations interactives et pédagogiques. De l'équateur au large de l'Afrique de l'Ouest. Alors, elle est où l'Afrique de l'Ouest? Afrique. Ouais, l'Ouest, par là. Oh bah c'est plutôt bien, moi je trouve, c'est éducatif. C'est très intéressant, les stands sont très jolis, c'est très pédagogique. C'est toujours extraordinaire et je suis content parce que j'ai des petits-enfants avec moi là et pour leur montrer ça, c'est le summum de la voile, quoi. Là, on est en train de regarder pourquoi est-ce que les marins courent, leurs objectifs. Et les garçons soutiennent le japonais Shirashi qui nous a appris qu'il voulait participer, il voulait finir dans les 10 premiers. Donc on apprend aux enfants que l'important parfois c'est de participer et pas de gagner. De belles valeurs transmises par ces skippers au point de susciter l'admiration et parfois même des vocations. Je vais être marin et je soutiens Armel parce que je le trouve gentil et beau. Avec ses 50 000 visiteurs par jour en semaine et 90 000 le week-end, le village du Vendée Globe touche aussi bien les passionnés de la voile que les curieux. Il permet également à tous de mesurer d'un peu plus près ce que représente cet Everest des mers. Et le village du Vendée Globe est ouvert de 10h à 20h tous les jours avec des nocturnes les samedis jusqu'à 22h. Avant de jeter un coup d'œil à la météo, cette information, si vous êtes un habitué de la radio, sachez que RCF Vendée reprend du service. Après quelques semaines sans aucune programmation locale, la radio chrétienne francophone de Vendée propose à nouveau ses programmes de proximité. L'antenne locale était en effet en pause, le temps de moderniser ses infrastructures. 100 000 € ont été investis et RCF Vendée propose donc désormais de nouveaux programmes depuis lundi. Regardons à présent les prévisions météo pour demain. Eh bien, c'est un temps sec et ensoleillé qui nous attend pour cette journée de mercredi. Côté température, comptez à 18 degrés au maximum de la journée. Mais restez avec nous. Fanny Poirier vous détaille ses prévisions dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau journal.